Bonjour à tous les investisseurs, aujourd'hui je vais me pencher sur les sociétés du CAC 40 et mettre en avant les sociétés qui sont, à mon avis, les plus susceptibles de performer dans les années à venir. Je rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et qu'elle n'a pas pour but de vous inciter à investir sur les marchés financiers. Si on regarde le CAC 40, il y a des sociétés que j'écarte pour des raisons fondamentales qui me sont propres. Par exemple, je me refuse d'analyser Renault étant donné le récent scandale. Total, aussi séduisant soit-il, ne m'intéresse absolument pas car le pétrole est de toute façon l'ennemi juré des gouvernements mondiaux. Quand bien même ils ont la capacité financière pour transformer leur modèle, ça ne suffira pas à mon sens pour combler les pertes à venir. Le but étant de prendre peu de risques, donc j'oublie. Unibail par exemple ne m'intéresse pas du tout non plus étant donné que le digital est en train de remporter le combat contre le marché physique. Ça ne veut pas dire que des opportunités de trading n'existent pas, bien au contraire, mais ici j'aimerais m'attarder sur de l'investissement. Donc je vais citer les sociétés qui me semblent les plus intéressantes parmi le CAC 40 et essayer de définir quelles sont les opportunités d'achat sur ces valeurs. Je ne vais énumérer que les sociétés qui me semblent bon marché aujourd'hui et laisser de côté les autres. Il y a Accor Hotel. Le problème de cette société, c'est qu'il nous faut des éléments précis et chiffrés sur le changement opéré par l'annulation des voyages d'affaires au détriment d'autres technologies, comme les visioconférences poussées par le Covid. Il me semble aujourd'hui trop difficile à prédire l'impact financier et je décide donc de laisser de côté Accor Hotel pour l'instant, malgré la baisse importante engendrée par la crise et sa stabilité depuis mars 2020. Vinci est je trouve également bon marché. Il est le numéro 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le problème de cette société est sa dette qui me semble trop importante. Le chiffre d'affaires a progressé de 28% sur les 4 dernières années et son résultat net de 34%. Les capitaux propres, qui sont pour rappel les ressources d'une société, ont augmenté de 35%. Donc beaucoup de très bonnes choses, mais là je trouve personnellement la rentabilité pas assez intéressante, bien que suffisante, vis-à-vis de sa dette qui elle aussi est importante. Donc ça me fait écarter cette société pourtant bon marché. Bouygues est je trouve vraiment pas cher, une augmentation du chiffre d'affaires sur les 4 dernières années de 19%, son résultat net de 68%, mais en réalité n'a pas réellement bougé depuis 2017, des capitaux propres de 27% et une dette stable. Techniquement, sur les 4 dernières années, on voit que le cours n'a pas évolué dans le sens de la croissance du bilan. Comme souvent, il existe un mouvement de balancier qui fait que le cours monte soit trop vite, soit descend également trop vite. Je pense que le cours de Bouygues est clairement pas cher, mais j'y vois deux problèmes, ou bien deux explications. La première, c'est son manque de rentabilité. Quand je parle d'un manque de rentabilité, c'est lorsque le résultat net n'est pas suffisant à mon sens comparé au chiffre d'affaires. La deuxième, c'est sa dette, qui me pose malgré tout moins de problèmes que pour Vinci, mais elle reste, à mon sens, trop importante pour m'intéresser à cette société à long terme, quand bien même elle est relativement stable, et quand bien même l'attractivité du prix de l'action est forte. Nous sommes en plus sur une résistance de longue date au 33,50 € et la prochaine est au 37 €. Donc ça reste une opportunité aujourd'hui, mais je ne pense pas une affaire en or. Thales n'est pas cher non plus, mais je l'ai vendu récemment car sa dette me pose problème, sa rentabilité est bonne mais sans plus, et même si je pense que cette société va monter dans les années à venir, je ne pense pas que ce soit la grosse affaire du CAC 40. Je la place derrière Bouygues. Kering est, je trouve, une énorme société parmi le CAC 40, sûrement celle que j'apprécie le plus après Hermès. Ce groupe de luxe mondial regroupe et fait grandir un ensemble de maisons emblématiques dans la mode, la maroquinerie, la joaillerie et l'horlogerie comme Gucci, Saint-Laurent, etc. Son chiffre d'affaires a progressé de 28%, son résultat net de 150%, les capitaux propres ont légèrement reculé de 10% et sa dette est maîtrisée bien qu'un peu élevée. Le souci ici, c'est qu'elle est du coup trop chère. Trop chère à mon sens pour rentrer sur du très long terme. On voit d'ailleurs que le cours n'a pas vraiment bougé depuis 2018, et ça s'explique par le fait qu'en 2018, le cours avait déjà anticipé les bons résultats futurs. Est-ce là un bon investissement pour ceux qui ont agi à ce moment-là? Personnellement, je ne le crois pas. Si aujourd'hui je trouve que le prix est trop cher, malgré l'embellissement de la société, imaginez ce que j'en aurais dit en 2018. La vérité, c'est que je pense que le prix était dans une euphorie haussière comme les marchés savent parfois le faire. En juin 2018, le prix de l'action s'échangeait à 517 €. En juin 2016, seulement 2 ans plus tôt, le cours s'échangeait à 138 €. Voilà pourquoi il est important d'investir au bon moment car la pensée que l'on pourrait avoir,
C'est de se dire que malgré tout, entre-temps, les investisseurs passés à l'action en 2018 ont touché des dividendes. Alors certes, mais percevez la puissance de l'investissement au bon moment. Car la personne ayant investi en 2016, lorsque la valeur était décotée, lui a permis de multiplier par 3,5 son capital, mais également d'avoir des dividendes avec une puissance bien supérieure aujourd'hui aux investisseurs de 2018. Non seulement ils ont gagné beaucoup plus d'argent, mais avec leur prix de revient, les dividendes aujourd'hui ont une bien meilleure rentabilité. On a un bon exemple de la puissance de la patience, donc pour moi Kering m'intéresse énormément, mais je la considère un peu trop chère, donc je la laisse de côté. Je retiens ensuite Legrand parmi le CAC 40, le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaires, industriels et résidentiels en fait une référence à l'échelle mondiale. Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans plus de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée. Son chiffre d'affaires a augmenté de 31%, son résultat net de 32% et ses capitaux propres de 34%, en plus d'avoir une rentabilité intéressante. Sa dette est un peu grosse mais acceptable et le prix de l'action est à son juste prix. Jusqu'à présent, c'est la valeur que je considère être intéressante pour un investissement à long terme. Ce n'est toujours pas une excellente affaire, mais mieux que les autres présentées jusqu'à maintenant. En tout cas, je le pense. Techniquement, on voit des gros va-et-vient, là encore, à un prix dans l'ensemble un peu trop cher, ce qui explique les mouvements de correction. Aujourd'hui, investir dans Legrand n'est pas une obligation clairement, mais l'atout qui annonce une bonne rentabilité dans le futur. Pour les personnes les plus patientes, le support des 62 € est je pense à attendre, mais aucune certitude ne peut être formulée. Donc actuellement, je place en tête de ma liste Legrand comme société du CAC 40 la plus intéressante pour investir sur le long terme. Nous avons ensuite LVMH, donc Louis Vuitton est le leader mondial des produits de luxe. Son chiffre d'affaires a progressé de 42% sur les 4 dernières années, son résultat net de 78% et ses capitaux propres de 48%. C'est très impressionnant. Sa dette est totalement maîtrisée et sa rentabilité est forte. Elle fait figure de leader parmi le CAC 40. Mais, car il y a toujours un mais, elle est un peu chère. Alors oui, investir dessus actuellement, malgré le fait qu'elle soit un peu chère, n'empêchera pas d'être rentable dans le futur, car sa croissance va continuer et rehausser sa valeur dans le même temps. Mais est-ce qu'on souhaite être très rentable dans le futur, ou bien on recherche simplement un investissement sans risque et donc un peu moins rentable? Chacun pourra apporter sa propre réponse. Techniquement, le plus haut atteint avant la crise était bien trop élevé. Et aujourd'hui on y est presque, donc ça ne change pas grand-chose. Durant la crise, elle est descendue sur les 280 €, et là clairement ça valait le coup. La différence entre les personnes très rentables et les autres, ce sont leurs capacités à réussir à rentrer quand c'est pas cher, et à rester positionnées sur le très long terme. En ce moment, à mon sens, il n'est pas souhaitable d'investir actuellement dans LVMH. Il fallait le faire durant la crise, et vous savez quoi? Ce n'est pas grave. Ça montre que des opportunités il y en a et il y en aura encore. La discipline est compliquée, mais pour les personnes qui savent la cultiver, elle amène son lot de grosses opportunités. Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et la commercialisation de pneumatiques. Je fais partie des personnes qui pensent que le modèle économique et que l'utilisation de la voiture va profondément changer dans le futur. Beaucoup de voitures neuves sont financées non pas par l'achat comptant ou à crédit, mais tout bonnement par la location longue durée. À une époque pas si lointaine où il était impensable de ne pas posséder la voiture, nous sommes très vite arrivés à la conclusion que beaucoup de personnes s'en fichent de la posséder tant que son utilisation est optimale et que l'aspect financier est intéressant. On peut d'ailleurs également prendre en compte le covoiturage qui ne cesse de croître. Dans un futur assez lointain, j'imagine que le modèle de Tesla va se démocratiser une fois mis en place, c'est-à-dire lorsque les véhicules autonomes seront présents sur nos routes et qu'il sera plus intéressant financièrement pour eux de ne pas vendre leurs véhicules mais de les mettre en location le temps d'un trajet à la manière d'un Vélib. L'intérêt sera multiple. Pour les constructeurs, ça leur permettra de posséder une flotte importante de véhicules tout en leur assurant une rente tout aussi importante journalière. Pour le client, le fait de ne plus posséder s'échappant de la décote d'un véhicule ou de payer seulement la consommation proportionnelle à l'utilisation correcte de celle-ci fera de grandes économies. Et pour le gouvernement, car cela devrait amener également un trafic plus homogène, et la gestion de ce trafic amènera forcément à la diminution du nombre de véhicules en circulation, et donc aura un impact positif sur l'écologie, au moins à court terme.
Donc cette pensée m'amène à conclure dans le futur que Michelin vendra moins de pneus. Ce n'est pas pour tout de suite, mais je préfère garder cette idée en tête. D'ailleurs, il en ira de même lorsque je parlerai de Peugeot un peu plus tard. Donc pour revenir à Michelin, son chiffre d'affaires a augmenté de 15%, son bénéfice net presque 4% et ses capitaux propres de 38%. Sa rentabilité est moyenne et sa dette correcte. Son seul point positif, et il est de taille, c'est qu'elle n'est vraiment pas chère. Regardez le graphique. On comprend tout l'enjeu d'acheter des actions le moins cher possible. Aujourd'hui, je considère le prix pas cher du tout, mais au plus haut, c'est-à-dire en 2017, je vous aurais dit exactement la même chose. Sincèrement, je considère cette action totalement sous-cotée, mais finalement, avec l'analyse du futur que j'ai faite, alors peut-être que je me trompe, mais ne le sachant pas encore, je suis en droit de me poser la question, et l'attractivité du prix est-elle due à l'anticipation que j'ai faite tout à l'heure? Alors peut-être bien, je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça me semble être un point suffisamment inquiétant pour ne pas trouver cette société totalement intéressante. Malgré son attractivité aujourd'hui, je préfère rester prudent. Orange est le premier opérateur de télécommunications français, donc son chiffre d'affaires a augmenté de 3% et honnêtement, je n'ai pas forcément envie d'aller plus loin dans l'analyse. Il paraît évident que sa capacité à croître est stoppée par son propre marché. Donc l'action, oui, elle est pas chère, mais je la trouve pas du tout intéressante. En tout cas, pas sur le long terme. Publicis Group est le troisième groupe mondial de communication, un chiffre d'affaires croissant de 13% et un résultat net négatif de 520 millions d'euros en 2016, pour ensuite s'établir autour de 880 millions d'euros de bénéfices les années suivantes. Les capitaux propres ont augmenté de 12%, mais sa dette est bien trop importante, et à cause de cela, quand bien même le prix est très attractif, je la mets de côté. Hermès, pas besoin de l'analyser car elle est à mon sens la plus belle des sociétés du CAC 40, mais aussi l'une des plus chères après Dassault Systèmes. Inintéressante à ce prix-là. Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans le domaine de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation d'équipements et de systèmes de haute technologie mécanique et électronique. Je pense très clairement que ce n'est pas le moment d'y rentrer tant le trafic aérien est perturbé. En revanche, elle n'est pas chère, rentable avec une dette maîtrisée, mais c'est compliqué avec ce qui se passe aujourd'hui. Une personne aimant le risque pourrait se laisser tenter sur le support des 88 €, mais la rentabilité de cet investissement dépendra beaucoup de la crise actuelle, il faut vraiment en avoir conscience. Saint-Gobain n'est pas cher mais sa dette est trop importante à mes yeux, en plus de ne pas être assez rentable pour de l'investissement à long terme. Alors pour Peugeot, faut prendre en compte tout ce que j'ai dit au moment de l'analyse de Michelin, car c'est la même chose. Pour être clair sur ma pensée au sujet de Peugeot, Tesla est abusivement cher de la même manière que Peugeot est abusivement peu cher. Voilà, c'est dit, c'est limite une aberration, sauf si mon analyse du futur de l'automobile est juste, car de la même manière que Tesla va prendre une part de marché gigantesque dans les années à venir, Peugeot risque de perdre une part importante s'ils ne parviennent pas à prendre le virage plus rapidement. Donc pour de l'investissement à long terme, je ne le recommande pas, par contre pour du court terme, pourquoi pas. Le chiffre d'affaires a monté de 38%, le résultat net de 85% et ses capitaux propres de 78%. Sa dette est maîtrisée mais sa rentabilité n'est pas au top, mais c'est dû au secteur. Techniquement, on se rend compte que la hausse du prix de l'action jusqu'en 2018 a suivi les fondamentaux, mais par la suite ça a bloqué jusqu'à chuter aux 9 € durant la crise. Donc on se rappelle que cette valeur est très risquée à long terme et c'est sûrement pour ça que son attractivité est excellente. Bien trop excellente je pense pour la mettre de côté. On a une zone de résistance entre 15,25 € et 17 € et une zone de support entre 10,80 € et 12,70 €. Une personne très prudente cherchant à limiter le risque ne devrait pas s'intéresser à Peugeot à mon sens. Une personne plus enclin à chercher du risque pourrait investir dès maintenant tant le prix semble bas, mais par le passé, Peugeot a déjà descendu aux 2,20 € et il n'est pas impensable qu'elle refasse ce coup. L'objectif que l'on pourrait se fixer serait la résistance principale dessinée en 2018 aux 24,70 €. Je pense qu'une fois arrivé à cet objectif, vendre entre 70 et 100% de sa position serait correct. Je ne recommande pas personnellement cette valeur, mais faut reconnaître qu'elle peut être attirante en fonction du profil d'investisseur qu'on est. Veolia n'est pas cher mais sa dette me bloque donc je passe, dommage. Et la dernière est Vivendi, qui regroupe plusieurs entreprises leaders dans le contenu et les médias, notamment le groupe Canal+.
Son chiffre d'affaires a monté de 47%, son résultat net de 27%, mais ses capitaux propres ont baissé de 26%. Alors ce n'est pas forcément inquiétant à ce niveau-là, mais ça demanderait une analyse plus approfondie pour comprendre le comment du pourquoi. Sa rentabilité est moyenne et sa dette est très importante, donc elle n'est pas chère, mais les raisons citées plus haut l'expliquent certainement. Donc là encore on next. Donc maintenant que j'en ai fini, le résultat n'est pas glorieux. La majorité des sociétés du CAC, je les trouve soit trop chères, soit peu rentables, ou alors parfois les fondamentaux semblent compliqués dans un futur plus ou moins long. Mon avis sur la situation actuelle, c'est qu'il serait dommageable de penser que parce que la crise du Covid est passée, les prix sont bon marché. Franchement, je ne partage pas du tout cette idée. Rentrer sur le marché, alors pourquoi pas, mais j'aimerais mettre en évidence pour les non-initiés qu'il n'est pas forcément opportun d'y mettre une grosse somme d'argent actuellement. Dans mon tableau, j'ai essayé de mettre en avant les sociétés intéressantes du CAC 40 aujourd'hui et celles qui sont pas très loin de l'être. Et sur 40 entreprises, voilà ce qu'il en reste. Avec Michelin, Safran et Peugeot plutôt à risque à long terme en plus, et Legrand qui est le meilleur compromis je trouve actuellement, mais l'idéal serait d'attendre malgré tout que ça baisse. Donc, vous l'avez compris, je ne suis pas acheteur actuellement du CAC 40. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, tout cela n'engage que moi, ce sont mes idées, et ça ne veut pas dire que tout ce qui a été dit va se produire. Mais en tout cas, ça reste intéressant et ça vous donne également mes idées sur d'éventuels investissements dans le futur, comme Kering par exemple, que j'attends patiemment. D'ailleurs, je tiens à signaler que j'ai vendu intégralement SMCP. Pour la série de l'évolution du portefeuille, je pense ne plus les faire toutes les semaines mais mensuelles pour avoir des éléments plus concrets à vous fournir. En tout cas, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un like pour la visibilité de la chaîne, et pensez à dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de format, c'est-à-dire beaucoup plus long, mais aussi avec beaucoup plus de contenu et d'idées, ou bien si vous préférez les formats plus courts. Merci à vous les amis, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.